D'abord, je voulais vous accueillir, évidemment, accueillir toutes les personnalités qui sont ici. Je vois beaucoup de figures connues du monde de la science. Et évidemment, vous dire à quel point nous sommes heureux d'avoir pu enfin faire cette réunion, après ces périodes si compliquées. Enfin, plusieurs d'entre vous, dont Madame, d'ailleurs, on les voyait régulièrement à la télévision, on ne s'est pas perdu quand même pendant on s'instruisait le soir. En tous les cas, je voudrais que nous commencions, si vous voulez bien, par avoir une pensée pour M. Herman, qui ne peut pas être parmi nous ce soir. Vous savez à quel point il est attaché à la mémoire de son épouse et donc à cette fondation, combien il est présent aussi souvent que possible, combien il souhaite que cet engagement ne s'abandonne pas. Et je suis sûr qu'il est très triste de ne pas être avec nous, mais nous pensons à lui. Et nous saluons l'action qu'il conduit pour que la mémoire et la volonté de son épouse soient respectées. Mais enfin, nous avons Maître Cain qui veille, avec l'énergie qu'on lui connaît, que connaissent tous les maris qui ont quitté leur femme imprudemment. La chère vice-présidente de la Fondation, chère Michel. Nous avons évidemment... J'étais ébloui par le soleil tout à l'heure, je n'ai pas pu la voir tout de suite. Nous avons évidemment le docteur Catherine Llorens-Cortez qui veille aussi sur le jury. Nous avons la présidente du jury de la Fondation, Madame Dominique Castagliola. Et nous avons évidemment des figures du monde scientifique et universitaire. Et le président Corvol, qui est tout à la fois. Il cumule académicien, professeur, Collège de France, tout ce qu'on voudra. Voilà, il y a des gens comme ça. Mesdames et messieurs, chers amis et chers lauréats, surtout puisque c'est de vous que nous allons parler, nous nous réunissons pour remettre les prix de cette fondation de recherche cardiovasculaire Institut de France, mais aussi pour vous rappeler à quel point nous sommes attachés à cette fondation. Nous sommes attachés à la mémoire de Daniel Herman, qu'il avait créé il y a plus de 20 ans, maintenant 21 ans, avec le concours de Maître Cain, qui aujourd'hui assure la continuité comme vice-président de la Fondation, et aussi grâce au travail d'Astrid Monfretti. C'est l'occasion de nous souvenir, bien sûr, de penser à Daniel Herman, bien entendu, et à son enthousiasme, à son engagement, mais aussi à son humanité, à cette énergie qui voulait se tourner vers les autres, une force de vie qui n'était pas tournée vers soi, qui était tournée vers autrui, ce qui reste pour nous un exemple. Elle avait un grand cœur, bien que ce cœur fût malade, et elle a déployé une énergie incroyable pour que cette fondation puisse vivre, pour aider, favoriser le développement de la recherche médicale et biologique sous toutes ses formes dans le domaine cardiovasculaire. Alors, lorsqu'on remet des prix et des bourses, c'est toujours un moment de joie, bien sûr, mais c'est aussi une manière de récompenser la recherche, de savoir où nous en sommes. Moi, j'ai l'avantage, comme je préside une quantité industrielle de fondations, plus de 130, d'être à peu près informé de tout. Je suis incompétent en tout, et j'ai quelques lueurs sur tout. Alors maintenant, sur les questions cardiovasculaires elles-mêmes, je pourrais peut-être tenir la conversation de 2-3 minutes avec Pierre Corvol, 1 minute et demie. En tous les cas, ce que je vois, c'est que c'est un secteur dans lequel la recherche avance extraordinairement, puisque nous avons d'autres fondations aussi qui se consacrent à ces questions. Et je vois que c'est souvent par l'intelligence et l'énergie d'une seule personne, d'un chercheur qui est capable de motiver une équipe. Et donc, je suis toujours très impressionné par la leçon que donne, au fond, cet univers de la recherche, et que c'est souvent à partir d'une seule passion que des équipes se constituent et que des résultats sont trouvés. Ça rassure un peu sur le fait que rien ne se fait sans passion, ce que nous croyons tous, évidemment. Alors, nous allons remettre 2 prix à 3 personnes. D'une part, le prix qui va être remis au docteur Jean-Jacques Schott, qui est ici présent, et d'autre part, les bourses Cœur de Femmes qui sont remises au docteur Marie-Christine Boutron-Ruot et la professeure Véronique Freund-Michel. Alors, elles vont vous expliquer tout à l'heure mieux que moi. Vous doutez bien que je ne vais pas m'engager à dire quoi que ce soit sur un sujet pareil. Elles vous expliqueront quels sont leurs travaux et ce qui justifie qu'elles aient été choisies par un jury compétent. Mais d'emblée, je félicite évidemment et M. Schott et Mme Boutron-Ruot et Mme Freud-Michel pour avoir été choisis. Je vais laisser maintenant la parole à Mme Cain, je crois. C'est vous qui allez nous en dire un peu plus, en vous remerciant encore d'être présent. Merci à tous de votre attention. Merci.
Merci, Monsieur le Chancelier, de l'hommage que vous avez rendu à Daniel Herman, qui est en fait toujours présente, toujours dans notre cœur, il faut le dire. Et je dois dire qu'à la veille de sa disparition, elle était assez souffrante, et elle m'avait, à 10h du soir, elle m'avait appelé, elle me dit « Écoute, je vais te poser une question, dis-moi oui avant que je te la pose. » Alors je lui dis bah, « Bien sûr, oui. » Elle me dit « Je voudrais que tu prennes la suite de la fondation et je serai toujours à tes côtés. » Donc j'ai toujours l'impression qu'elle est là, qu'elle est parmi nous. Et à la première association qu'elle avait créée, vous l'avez rappelé, Monsieur le Chancelier, il y a 25 ans, j'avais créé cette association juridique. Elle voulait que je travaille avec elle. Je lui ai dit non, je ne peux pas conjuguer le droit et le cœur, et tu es suffisamment importante pour le faire. Et elle a toute sa vie consacrée à ça, et elle a souffert énormément, elle a eu des maladies terribles et tout ce qu'il a, c'était un moteur qui l'a tenu jusqu'à la fin. Donc je suis très heureuse d'être ici parmi vous. Alors, Monsieur le Chancelier, chère présidente du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers lauréats, Docteur Jean-Jacques Schott, Docteur Marie-Christine Boutron-Ruot et le professeur Véronique Freund-Michel, en tant donc présidente de la Fondation Recherche Cardiovasculaire, Institut de France, je suis ravie que vous soit remis aujourd'hui le prix Daniel Herman et les 2 bourses de recherche pour le cœur de femme. Daniel Herman a toujours eu comme combat de promouvoir et de financer la recherche cardiovasculaire, et il est vrai qu'elle serait très fière parce que vous représentez aujourd'hui par cette fondation l'excellence et la diversité scientifique au service des maladies cardiovasculaires des hommes et des femmes. Alors, cher docteur Schott, votre projet, que je vais lire parce que c'est des termes dont j'ai pas tellement l'habitude, qui est récompensé aujourd'hui, s'attachera grâce à une approche translationnelle en génétique et physiopathologie des cardiopathies rythmiques et dégénératives à identifier des marqueurs de risque biologique pour une prévention précoce et de nouvelles cibles pour des thérapies innovantes. Cher docteur Boutron-Ruot, votre projet permettra, grâce à l'inclusion de 100 000 femmes françaises dans une cohorte de grande taille, de mieux connaître les liens éventuels entre la prise de traitement hormonal de la ménopause et le risque d'accident vasculaire cérébral dans un but de prévention. Cher professeur Freund-Michel, vos travaux de recherche sur l'insuffisance cardiaque, droite consécutive à l'hypertension artérielle pulmonaire chez la femme, permettront d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques et de vérifier si celles-ci sont exprimées différemment dans le cœur droit chez la femme versus l'homme. L'étude de ces différences devrait permettre la mise en place de traitements pour l'hypertension artérielle pulmonaire chez la femme. Daniel Herman écrivait ces mots « Je dois ma renaissance à la recherche cardiovasculaire. Il faut que demain, de plus en plus de malades du cœur profitent des progrès de la recherche. » Cette qualité, cette innovation, vous l'incarnez tous grâce à la qualité de vos recherches, dont l'ambition est de prolonger la vie des cœurs en souffrance. C'est donc des chercheurs d'avenir que je tiens à féliciter aujourd'hui. Oui. Catherine, c'est à vous. Oui. Donc, Monsieur le Chancelier, Madame la vice-présidente de la Fondation Recherche Cardiovasculaire, Madame la présidente du jury Cœur des femmes, et Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers amis, en tant que présidente du conseil scientifique de la Fondation Recherche Cardiovasculaire, c'est avec un immense plaisir que je vais introduire le lauréat 2021 du prix Daniel Herman, le docteur Jean-Jacques Schott. Ce prix a été décerné au docteur Schott par le conseil scientifique de la Fondation, composé des professeurs Margaret Buckingham, Pierre Corviol, Michel Desnos, Philippe Ménaché, Hervé Lemarec, Michel Azizi et moi-même. Parmi les 5 excellents dossiers sélectionnés pour la dernière étape d'évaluation, le dossier du docteur Schott a fait l'unanimité grâce aux découvertes majeures qu'il a effectuées dans le domaine cardiovasculaire et aux projets de recherche de très grande qualité qu'il a proposés.
Non, c'est pas fini. Normalement, ça dure à peu près 5-6 minutes. Alors, donc Jean-Jacques Schott est âgé de 55 ans. Il a effectué ses études d'ingénieur à l'École supérieure de biotechnologie de Strasbourg, puis a soutenu en 1996 sa thèse de doctorat en génétique intitulée « Contribution à la cartographie du génome, application à des pathologies cardiovasculaires » et ceci a été fait à l'université Louis Pasteur de Strasbourg. Il a ensuite effectué un postdoctorat à Boston pendant 2 ans dans le laboratoire Seidman à Harvard, dont la thématique était axée sur la découverte des contributions génétiques aux maladies cardiovasculaires. Il a ensuite rejoint l'unité mixte INSERM U1087 CNRS UMR 7291 de l'Institut du thorax à Nantes. Et cet institut a été créé en 2004 par les professeurs Denis Escande et Hervé Lemarec, avec l'ambition d'accélérer la recherche pour mieux soigner les maladies cardiovasculaires, métaboliques et respiratoires. Dans cette unité de recherche, le Dr Schott a été recruté en 1998 à l'âge de 32 ans comme chargé de recherche à l'INSERM, puis été promu 4 ans plus tard comme chargé de recherche CR1. Il a créé sa propre équipe de recherche intitulée « Approche translationnelle en génétique et physiopathologie des cardiopathies rythmiques et dégénératives ». Cette équipe comprend à l'heure actuelle 37 personnes, dont 6 chercheurs, 11 médecins, 13 ingénieurs et techniciens, et plusieurs postdoctorants et étudiants. Il est devenu directeur de recherche INSERM à 40 ans et promu directeur de recherche première classe à l'âge de 50 ans en 2016, ce qui montre l'excellence de son parcours scientifique. Sa recherche translationnelle associe la recherche fondamentale à la recherche clinique et est centrée sur les causes génétiques des maladies cardiovasculaires. Il développe pour ce faire une approche à la fois de grande famille et populationnelle, bénéficiant d'un recrutement exceptionnel à l'Institut du thorax. Il maîtrise parfaitement les technologies de mise en évidence des mutations morbides, études d'association, de liaison et études de la fonctionnalité des variants identifiés. La liste de ses contributions est impressionnante. Il a découvert plus d'une dizaine de gènes identifiés à l'origine de diverses cardiopathies rythmiques et dégénératives. Donc, je peux vous en citer quelques-unes, mais bon, il le fera certainement mieux que moi. Donc, la perte de fonction du canal sodique cardiaque NAV1,5 a été associée à un remodelage moléculaire entraînant une fibrose myocardique. Et cette recherche permet d'initier la recherche de nouveaux traitements pour prévenir la fibrose et les blocs de conduction. Il a aussi identifié les gènes impliqués dans la pathologie dégénérative de la valve mitrale, codant pour la filamine A, et aussi identifié des gènes impliqués dans le prolapsus valvulaire mitral. Le premier gène, DCHS1, code pour un membre de la famille des cadérines et sa déficience dans les cellules de la valve mitrale entraîne une accélération de la migration et de la structure de ces cellules. Dans le deuxième gène, DZIP1, qui code pour une protéine essentielle de la formation des cils primaires, il a identifié une mutation perte de fonction. Ces découvertes suggèrent un rôle central de la régulation du stress mécanique lors du développement normal et pathologique des feuillets mitrocardiaques. Il a aussi identifié par une méta-analyse 3 nouveaux gènes de susceptibilité du rétrécissement aortique calcifié. Ces découvertes ont été réalisées grâce à de nombreuses collaborations nationales et internationales, mais pour les collaborations nationales, en premier lieu à l'Institut du thorax, où il a développé avec ses collègues cliniciens une authentique recherche translationnelle et joué un rôle dans la création d'un centre de référence sur la mort subite cardiaque dès 2005. Mais il a aussi collaboré beaucoup avec l'hôpital européen Georges Pompidou, où il a travaillé avec le professeur Xavier Jeunemaître et aussi avec l'Institut de rythmologie de Bordeaux, avec le professeur Michel Assaguer. Et aussi, il a travaillé en collaboration avec le Centre national de recherche en génomique humaine d'Ivry. Il a établi de nombreuses collaborations internationales en Allemagne, aux USA, aux Pays-Bas et aussi au Japon, qui perdurent depuis de nombreuses années.
Cette recherche a bénéficié de nombreux financements, notamment par l'Agence nationale de la recherche, par la Fondation pour la recherche médicale, la Fondation Le Duc pour des réseaux transatlantiques d'excellence et aussi la Société japonaise pour la promotion de la science. Tous ces travaux de recherche ont donné naissance à 117 publications avec des facteurs d'impact très élevés et qui sont largement cités, ce qui confère aux travaux du Dr Schott et de son équipe un rayonnement international. Concernant son projet de recherche, les objectifs principaux restent centrés sur l'étude de l'héritabilité manquante des maladies cardiovasculaires. Il poursuit avec son équipe une stratégie d'analyse génétique basée sur les technologies innovantes de séquençage et de génotypage à haut débit, organisée en 6 programmes interconnectés autour d'une thématique centrale dédiée au développement et à l'implémentation de méthodes biostatistiques et bioinformatiques. Sa recherche se poursuit sur les troubles du rythme cardiaque, les cardiopathies congénitales, les pathologies valvulaires mitrales et aortiques, les anévrismes intracrâniens et les maladies métaboliques. Des projets ambitieux dont l'objectif est à terme d'identifier des marqueurs de risque biologique pour une prévention précoce et identifier de nouvelles cibles thérapeutiques innovantes pour les maladies cardiovasculaires. Pour terminer, et je pense que Madame Herman, si elle avait été ici, aurait aussi se serait associée à moi, je vous félicite très chaleureusement et pour être le lauréat 2021 du prix Daniel Herman, ainsi que votre équipe, pour les excellents travaux de recherche translationnelle que vous avez effectués. Et je vous souhaite, pour les années à venir, de très belles découvertes. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est un très grand honneur que de recevoir ce prix très prestigieux Daniel Herman dans ce haut lieu de la science et du savoir. Prix que je perçois comme une récompense pour l'ensemble du travail accompli par mon équipe ces 25 dernières années, mais également comme un encouragement à poursuivre ma recherche translationnelle dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Donc, vous connaissez déjà tout de mon parcours. Vous aurez compris que l'histoire commence avec une rencontre singulière avec le professeur Hervé Noumarec qui me fait l'honneur d'être présent ici ce soir dans cette salle, lors d'une thèse en co-tutelle, donc entre l'université Louis Pasteur de Strasbourg et Nantes, où on a travaillé sur le syndrome du QT long congénital, début des années 90. Je vais y revenir. Postdoc dans la prestigieuse université laboratoire de la faculté de médecine de Harvard, de John et Christine Feynman, où on a identifié NKX 2.5 à l'origine de cardiopathie congénitale et de blocs de conduction congénitaux qui m'ont permis donc effectivement le recrutement à Nantes dans une équipe INSERM dirigée par Denis Escande qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Nous le regrettons beaucoup. Et à partir de là, donc cheminement presque linéaire avec une année et demie de visiting scientist au centre de régulation à Barcelone, où j'ai pu développer, appliquer des technologies de séquençage haut débit qui n'étaient pas encore tout à fait opérationnelles à Nantes. Et en parlant de séquençage de haut débit, donc c'est avec le recrutement et l'arrivée de Richard Redon, notre directeur actuel du laboratoire, que nos recherches en génétique cardiovasculaire ont pris un nouvel essor, où on a pu réanalyser des formes de troubles du rythme et de valvulopathie encore aux bases génétiques encore mal comprises et initier de nouveaux programmes de recherche, notamment sur les anévrismes intracrâniens et donc plus récemment sur les cardiopathies congénitales. Vous le savez aussi, l'équipe actuelle dans le nouveau mandat, donc depuis 2021, c'est une équipe que je co-dirige avec Richard Redon et composée de 7 programmes interconnectés transversaux
6 programmes spécifiques centrés sur des pathologies cardiovasculaires. Nos 2 axes historiques, la mort subite, les arythmies cardiaques, les valvulopathies mitrales et aortiques, les cardiopathies congénitales, l'érythrocytose, les troubles du développement et donc les anévrismes intracrâniens, avec un thème central, et vous allez le comprendre pourquoi. Nos approches de haut débit nécessitent des puissances et des capacités de gestion de big data. Donc on a une grosse équipe soutien à l'ensemble de ces 6 programmes dédiés aux pathologies cardiovasculaires. Ma recherche est par définition translationnelle. La génétique cardiovasculaire a besoin de médecins. Les médecins peuvent avoir, je veux le croire, besoin de généticiens pour mieux prendre en charge les patients. Donc on suit le fameux cercle vertueux du patient à la paillasse et retour vers le patient. C'est donc à partir des grandes biocollections de patients au phénotype précis et caractérisés par nos experts cliniciens que nous exploitons au niveau du laboratoire INSERM, donc U1087, qui est composé de 4 équipes, dont la mienne, une équipe dédiée aux canalopathies et aux cardiopathies, mais également aux pathologies vasculaires et pulmonaires et cardiométaboliques. Donc, à partir de ces biocollections, nous identifions les bases génétiques de ces formes familiales atteintes de cardiopathie ou des formes isolées. Plus récemment, on a lancé des approches en population sur ces pathologies cardiovasculaires. Et grâce aux interactions, aux compétences de mes collègues des 3 autres équipes, une fois que le mécanisme physiopathologique est compris, nous revenons vers le patient avec un test de génétique médicale pour améliorer leur prise en charge. Je vais, dans un premier temps, survoler assez rapidement, pour ensuite me focaliser sur un nouveau projet, les quelques étapes marquantes de nos travaux de génétique depuis le début de mon recrutement. Donc, je vous ai dit, ma thématique centrale est centrée sur la mort subite cardiaque. La mort subite cardiaque, le mécanisme arythmique le plus fréquent est la fibrillation ventriculaire. Elle survient le plus souvent dans un contexte de coronaropathie, mais dans de rares cas, mais ils restent néanmoins importants, ces fibrillations ventriculaires peuvent survenir sur des formes pures de cardiopathie. C'est ce qu'on appelle les pathologies électriques primaires, qui se manifestent par des caractéristiques électrocardiographiques précises, et elles sont souvent associées à des formes familiales, monogéniques, donc associées à un gène rare. Dans le milieu des années 90, les technologies de génétique n'étaient pas celles qu'elles sont aujourd'hui, donc c'était les seules formes qui à l'époque étaient abordables pour la recherche génétique. Donc juste quelques exemples, vous l'avez entendu juste précédemment. Pourquoi je vous parle des troubles de conduction cardiaque? C'est une pathologie qui, avant ces travaux, était vraiment considérée par tout le monde, la communauté médicale y compris. Ça s'appelle d'ailleurs la maladie de Lenègre, qui avait été décrite comme une pathologie du vieillissement, sans base génétique, avec une fibrose de myocarde. Et voilà. Et c'est le recrutement, c'est le travail clinique de Hervé Lemarec qui a identifié une énorme famille de la région nantaise, qui nous a permis d'identifier une liaison génétique sur le chromosome 3, identifier des pertes de fonction dans le canal sodique cardiaque SCN5A. On a travaillé sur le syndrome du scutellum congénital, je vais y revenir, en identifiant le premier gène qui ne codait pas pour un canal ionique à l'origine de ces troubles de rythme. Je vais y revenir également. Et enfin, on a beaucoup travaillé sur le syndrome de Brugada, qui est associé également à des mutations SN5A, mais on a également identifié des mutations dans la sous-unité régulatrice SCN1B, un canal potassique et une petite GTPase qui participe à l'homéostasie calcique
et à la régulation du canal sodique cardiaque SCN5A. Voilà. Pour revenir sur le syndrome de Brugada, donc je vous ai dit qu'on avait identifié des mutations perte de fonction dans le canal sodique SN5A, mais ces mutations sont également à l'origine du syndrome de Brugada. Complexité de ces pathologies. Comment une même mutation perte de fonction peut être à l'origine tantôt d'un trouble de conduction, qui nécessite l'implantation d'un pacemaker, alors que le syndrome de Brugada est à l'origine de fibrillation ventriculaire et qui nécessite l'implantation d'un défibrillateur. Que faire ? On a donc entrepris de nombreuses recherches pour essayer de comprendre mieux la régulation de ce canal sodique à l'origine de ces deux pathologies complètement distinctes. Et en parallèle, je pense que ça vous illustre bien la recherche translationnelle et les échanges constants qu'on a avec nos collègues cliniciens, on s'est rendu compte que dans plusieurs familles présentant donc un syndrome de Brugada avec une mutation perte de fonction, même cette mutation rare n'expliquait pas tout le syndrome de Brugada chez tous les individus d'une famille. C'est à ce moment-là qu'au sein d'un réseau Leduc, avec mon collègue Dan Roden de l'université de Vanderbilt, on est allé voir David Tancredi à la Fondation. On s'est dit, on a une idée un peu folle, on aimerait tester l'hypothèse que des variants fréquents dans le génome puissent moduler cette maladie rare. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est admis, mais dans les années 2000, c'était encore quelque chose de très nouveau. Pour ce faire, on a donc tiré parti de nos grandes collections de patients de Brugada, collectées à Nantes, mais également dans le réseau de la filière cardiogène française. Et on a identifié, par une étude d'association, un enrichissement au niveau du génome de 3 régions génomiques sur le chromosome 3 et le chromosome 7 essentiellement, avec 2 locus, à partir de 900 individus. Et très récemment, on a identifié, par une méta-analyse, en regroupant plus de 2000 individus, 21 locus représentant 42 allèles à risque. De façon remarquable, les personnes qui ont cohérité un maximum d'allèles à risque ont un risque de développer le syndrome de Brugada augmenté de 50 fois. Le canal sodique est important dans les formes familiales, mais on a pu montrer que le gène SN5A jouait également un rôle majoritaire dans la modulation de ce syndrome de Brugada. Ces travaux sont maintenant publiés. Et je vais maintenant rapidement passer sur un projet qui fait partie de mon deuxième projet historique, qui est la génétique du prolapsus valvulaire mitral. Là encore, c'est l'émulation entre nos généticiens, mes collègues cliniciens du CHU de Nantes, quand ils nous voyaient trouver des liaisons génétiques sur des familles, se sont dit, on a peut-être aussi des formes génétiques de valvulopathie mitrale. Et donc cette histoire est partie à partir de cette énorme famille vendéenne de plus de 300 membres, qui présentait donc un prolapsus valvulaire mitral non syndromique, associé à une hémophilie A mineure, qui nous a rapidement permis d'identifier la liaison génétique sur le chromosome X dans la région XQ28. Florence Kint au laboratoire a, en 2007, identifié le premier gène de prolapsus valvulaire mitral non syndromique dans la filamina. La filamina est une protéine du cytosquelette, c'est une actin binding protein qui participe au maintien de l'ultrastructure des cellules interstitielles de valve, qui, comme vous imaginez, sont subies à un stress mécanique très, très important. À partir de cette première découverte, on a été contacté par le professeur Levin du Harvard MGH à Boston pour nous proposer de rejoindre un deuxième réseau Leduc.
Donc Robert Lemming était le porteur américain et Albert Hagel de l'HUGP, en collaboration avec Xavier Genêtre, généticien à l'HUGP, on a donc travaillé durant 5 ans au sein de ce réseau LEDUC, et ça nous a permis d'identifier, vous l'avez déjà entendu lors de l'introduction, les 2 autres et uniques gènes connus à ce jour à l'origine de prolapse valvulaire mitral non syndromique, le gène DAXUS1 et DESIP, qui est le dénominateur commun. Lors de la première publication, Jeff Tobin du Baylor avait écrit un éditorial en disant « Final Common Pathway ». Et bien, il y a presque 20 ans, il avait raison, puisqu'on se rend compte que l'ensemble de ces 3 gènes sont des acteurs essentiels au sensing du stress mécanique, à l'origine donc de ce prolapsus valvulaire mitral. À l'image du travail réalisé sur le syndrome de Brugada, mais là plus dans un contexte, dans ce contexte, la maladie, le prolapsus valvulaire mitral est une pathologie fréquente. Donc, dans le monde génétique, on a cet adage frequent disease, frequent variant. Donc, on s'est évidemment et tout logiquement attaché à réaliser une étude d'association sur le prolapsus valvulaire mitral au sein du réseau LEDUC, avec plus de 4000 individus, et ces résultats viennent d'être publiés en 2022. Il y a des résultats qui cachent la date, c'est en 2022. Voilà. Et on a identifié au total 16 locus de prédisposition au prolapsus valvulaire mitral, 32 allèles à risque, avec un effet moindre, mais certes significatif, un doublement du risque de développer un prolapsus valvulaire mitral. En regardant les gènes sous-jacents à ces signaux d'association, on a retrouvé des gènes impliqués dans le sensing de stress mécanique, mais également de nouvelles voies physiopathologiques qui faisaient du sens, la signalisation TGF-bêta, mais également des gènes de cardiomyopathie. On va y arriver. Voilà. Maintenant, je vais finir ma présentation en commençant sur ma famille historique, ma famille de thèse, sur le syndrome du cutélant conjugal, donc, qui vous est représenté ici, qui était suivi par Hervé Lemarec, 22 individus atteints de mort subite, donc présentant un allongement de l'espace cuté, mais également une dysfonction sinusale et un bloc sinusal, pardon. On a identifié donc le premier gène localisé en 4q25, qui est le gène de l'ankyrin. Donc je vous le disais, c'est une protéine chaperonne. Elle se lie à la spectrine et elle permet l'ancrage d'échangeurs et de canaux de récepteurs IP3 au niveau des T-tubules des cardiomyocytes et participe ainsi au maintien de l'homéostasie calcique dans les cardiomyocytes ventriculaires. Tout ça, c'est du passé. Pourquoi je vous raconte ça aujourd'hui? Déjà dans les années 90, on était intrigué par le fait d'avoir d'autres grandes familles au phénotype similaire, cutélant, dysfonction sinusale, avec une onde T sinusoïdienne, peut-être probablement une onde U, qui n'avait pas de mutation dans ce gène de l'ankyrin 2. On a dû attendre l'avènement de nouvelles approches de génétique, de séquençage haut débit, pour en identifier la cause. C'est donc avec l'avènement du séquençage massif, on s'est d'abord focalisé sur le séquençage de l'ensemble des gènes, l'exome, en se disant on a probablement raté un gène qui est dans l'intervalle de liaison proche de l'ankyrin, mais ce n'est pas l'ankyrin. Pas de mutation. Et c'est donc que depuis 3-4 ans, avec l'implémentation de séquençage de génome entier, qu'on a pu identifier l'origine génétique de cette maladie. Vous voyez ici un alignement de séquences courtes issues des séquençages du génome entier
sur le génome de référence dans la région 4q25. Sans être généticien, vous voyez une anomalie apparaître ici, où en fait on a une réduction de la couverture de séquençage d'environ 50%, suggérant l'existence d'une délétion sur cette région 4q25. Cette délétion a été estimée à 15 kilobases, 15 000 paires de bases. Fort de cette première découverte, et toujours en exploitant nos biocollections locales, mais également en collaboration notamment avec le Japon, on a identifié 6 autres familles qui avaient, une fois de plus, exactement le même phénotype et sans mutation identifiée. Vous avez d'ailleurs ici, sur la partie droite de la diapositive, 2 familles japonaises qui ont été recrutées avec mon collègue professeur Makita de l'université de Nagasaki. Et donc, on a identifié 7 mutations, 7 délétions chevauchant de plus ou moins grande taille, de 15 kb à 330 kb, dans cette région 4q25, autour de 2 gènes. Donc on est vraiment dans un désert génique. Le fameux gène de l'anthérine est localisé à 1 million de bases de ce côté-ci, et on a un autre gène cardiaque très intéressant, PTX2, un facteur de transcription décrit comme étant impliqué dans le développement, dans le développement cardiaque et dans la fibrillation auriculaire. Donc on est vraiment dans un désert génique, et la prochaine étape aurait été de comprendre par quel mécanisme cette délétion est à l'origine de la pathologie. Pour ce faire, on a initié 2 projets distincts. Oui, pardon. Évidemment, ces délétions ne sont pas des polymorphismes, elles n'ont jamais été retrouvées dans une population contrôle, et surtout, elles n'ont jamais été retrouvées sur des cohortes de patients présentant une dysfonction sinusale isolée, une fibrillation atriale isolée, un QT long ou des cardiopathies congénitales. Donc c'est vraiment spécifique à cette association de symptômes. Donc on est vraiment en face d'une région cruciale pour cette cardiopathie. Et donc la prochaine étape a été de savoir quels sont les mécanismes. Pour ça, on a déployé, on a mis en œuvre deux stratégies. On a créé un modèle in vivo par la technologie de CRISPR-Cas9. On a introduit la délétion de 15 kilobases dans le génome de la souris. Nous étions chanceux sur ce coup parce que la conservation du génome de la souris dans cette région non codante était maintenue par rapport à l'homme. L'ingénierie CRISPR a donc été facile. Et on a fait des études in vitro à partir de cardiomyocytes dérivés d'IPS, cardiomyocytes dérivés d'IPS de patients, mais également de cardiomyocytes avec une délétion de la région spécifique. Je vous raconte l'histoire dans l'autre sens par souci de temps, mais on savait déjà quelle région on voulait cibler. On a fait ça donc évidemment pour faire des études fonctionnelles, électrophysiologiques et des études de biologie cellulaire, mais surtout pour accéder à la conformation au type d'éléments régulateurs qui étaient localisés dans cette région non codante. Donc analyse de la chromatine. Donc on a appliqué des approches qui sont aujourd'hui de plus en plus démocratisées, des approches épigénétiques de type attaque-sec ou chip-sec à partir de cet ADN extrait de cardiomyocytes dérivés d'IPS de patients. Et donc, pour faire simple, on a pu montrer que cette chromatine, cette région de l'ADN au niveau de la délétion était une... Je suis vraiment désolé, on a vraiment du mal à voir la... Je vais mettre là. Vous voyez la flèche, c'est une région ouverte. Ça veut dire qu'elle est importante au niveau des cardiomyocytes, elle est transcriptionnellement ouverte.
par des techniques donc, de chipset, par des analyses précises de profil d'acétylation et de méthylation des histones, on a pu montrer que cette région n'était pas une région promotrice, ni une région enhancer, mais en fait contenait un élément CTCF. Que sont ces éléments CTCF? Là aussi, je vais essayer d'être concis. Vous savez que dans le noyau, l'ADN est compacté autour de noyaux d'histones, donc c'est inaccessible aux facteurs de transcription et il n'est donc pas accessible pour une transcription. Quand on est dans une zone active, cet ADN est déroulé. Mais il n'est pas déroulé de façon aléatoire. Il forme donc des boucles accessibles aux facteurs de transcription qui permettent la transcription des gènes. Vous avez ici représenté de façon schématique ces boucles. Ces boucles, donc, elles ne sont pas aléatoires. Elles sont délimitées par des éléments CTCF. Ce sont un peu des isolants. Pourquoi ces isolants? Dans ces boucles, pour réduire les transcriptions illégitimes, un enhancer ou un promoteur peut activer, en l'occurrence ici, le gène numéro 2, mais en aucun cas, grâce à cet isolant, ne peut transactiver le gène 1. Donc vous imaginez bien que lorsque on perd cet élément CTCF, cette boucle s'agrandit et du coup permet des interactions d'enhancer ou de promoteurs très distants avec des gènes qui étaient dans un autre table. Ça, c'est la théorie. Il a fallu le vérifier. Et donc, c'est en collaboration avec le Max Planck Institute à Berlin, en partant de l'ADN issu de ces patients, on a analysé la conformation de la chromatine. Et donc, vous avez ici le gène PTX2, vous avez la fameuse boucle initiale, ce tas de PTX2, et je suis vraiment désolé. En délétant la délétion, en fait, donc, étend le TAD, et vous pouvez voir ici que du coup de nouvelles séquences, ce sont des points de contact, de nouvelles séquences qui sont transcriptionnellement actives dans le TAG numéro 2 sont en fait en contact avec PTX2, suggérant une régulation nouvelle à distance de PTX2 pour cette pathologie. Disposant d'un modèle souris, on a fait des RT-PCR sur ces cardiomyocytes auriculaires et ventriculaires, et effectivement, on a pu montrer une surexpression du gène PTX2 dans l'oreillette droite de ces souris, mais également, de façon assez surprenante, une dérégulation, une baisse d'expression du gène ankyrin 2 et du PTX2 dans les ventricules. L'analyse phénotypique de ces souris réplique en tout point le phénotype retrouvé chez l'homme, avec ces souris ont une dysfonction sinusale, RR allongé, arythmie atriale et augmentation du temps de récupération sinusale. Ces travaux ne sont pas encore publiés, ont été donc réalisés dans le cadre d'un IRP associant donc Amsterdam, Berlin et le Japon, et le fruit de travail de mon étudiante en thèse, Manon Bourdi, et de Julien Barthes, qui est donc le responsable du thème arythmie. Je vais conclure, vous avez compris, une nouvelle voie de régulation de PTX2, rendue possible par ces approches de séquençage haut débit, impact sur le diagnostic médical, puisqu'on arrive enfin à comprendre quel type de mutation recherchée chez des patients qui sont plutôt QT-long LQT4 ou des patients regroupant ces cardiopathies congénitales. C'est un vrai nouveau syndrome. Et ma toute dernière conclusion, vers où on va, la santé digitale. Vous avez entendu parler d'intelligence artificielle, l'explosion des big data, que ce soit au niveau de l'analyse des génomes, mais également des données digitales issues de l'imagerie médicale, les IRM, les ECG digitaux.
analysés, interprétés par des algorithmes faisant appel à l'intelligence artificielle vont nous permettre de formuler de nouvelles hypothèses, highlighter de nouvelles voies biologiques et ainsi mieux prédire le risque cardiovasculaire chez nos patients. Je suis bavard. Je suis connu pour être bavard. Madame Costadinola. Alors, moi, je voudrais vous parler donc de l'appel d'offres Cœur des femmes, qui nous permet d'attribuer une bourse. Et pour cette édition-ci, on avait la chance de pouvoir en attribuer 2, donc ça, c'était formidable. Et c'est un programme qui existe depuis 2015. Donc, le jury, jusqu'à 2019, était présidé par mon maître, Alain-Jacques Valeron, et donc j'ai eu le plaisir de lui succéder. Et alors, en fait, quand on regarde le risque de maladie cardiovasculaire vie entière chez les femmes, il est en fait équivalent à celui des hommes. Les gens n'ont pas souvent cette idée en tête, hein, mais ce qui est différent, c'est que ce n'est pas les mêmes pathologies. C'est beaucoup plus souvent des AVC ou de l'insuffisance cardiaque que des infarctus du myocarde. Et ce qui est différent aussi, c'est que les symptômes ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça ne s'exprime pas forcément de la même façon au début. Et ça explique sans doute en partie pourquoi, en plus, elles sont plus mal prises en charge. Donc vous comprenez bien avec ce petit résumé épidémiologique que c'est vraiment très important qu'il y ait des recherches spécifiques qui s'intéressent aux femmes, alors qu'en plus, quand on regarde par exemple les études cliniques dans le domaine cardiologique, le plus souvent, la majorité des personnes qu'on va inclure dans les études sont des hommes. Donc voilà, on est pile poil dans une intervention finalement de financement de recherche qui va combler une lacune qui existe et qui n'existe pas seulement en France, qui existe d'une façon totalement générale. Et donc c'est aussi une des raisons bien sûr qui m'a motivée pour accepter de continuer, tout en, je faisais déjà partie du jury, mais d'accepter de succéder à Alain-Jacques Valeron à la tête du jury. Et donc ce qui nous intéresse au fond, c'est tous les domaines de la recherche, que ce soit de la recherche fondamentale, physiopathologique, pharmacologique, mais de la clinique, de l'épidémiologie ou même du système de soins, parce que vous avez vu que la prise en charge n'est pas très bonne et peut-être qu'il y aura aussi des progrès à faire dans ce domaine-là. Et c'est ça qu'on essaye de regarder finalement dans les dossiers qui nous sont soumis, que les questions, c'est vraiment des questions avec une problématique qui compte pour les femmes, qui va vraiment aider à la prise en charge des femmes. Donc c'est vraiment, je dirais, le premier critère que l'on sélectionne dans les dossiers. Bien sûr, il faut qu'ils soient très bons scientifiquement, mais il faut vraiment que la problématique, elle ait une pertinence par rapport à l'objet finalement de la Fondation et par rapport au manque que je viens de vous décrire. Donc c'est avec un grand plaisir, comme j'ai dit, qu'on avait cette année 2 possibilités et qu'on a pu donc récompenser 2 formidables scientifiques. Et donc la première personne, c'est Marie-Christine Boutron-Rouault, qui est directrice de recherche à l'INSERM, qui est interniste et hépato-gastro-entérologue, et qui continue à avoir une activité clinique en plus de son activité de recherche, et qui est notamment impliquée depuis fort longtemps maintenant dans la cohorte E3N, dont on a parlé à l'occasion d'objets des recherches. La cohorte E3N, c'est une cohorte de femmes qui ont été incluses à partir des années 90, qui étaient nées entre 1925 et 1950. Et l'idée géniale au départ, c'était qu'on a pris des femmes qui étaient adhérentes de la MGEN. Et donc c'était une population, entre guillemets, fidèle, qui allait rester à la MGEN et qui allait pouvoir continuer à être suivie. Et nous autres, les épidémiologistes, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le moins de perdu de vue possible. Et donc voilà, le fait d'avoir choisi cette population, c'était vraiment une bonne idée. Ça a aussi permis, à l'époque, le remboursement des soins pour les personnes qui appartenaient à des mutuelles de fonctionnaires était géré par la mutuelle.
Donc, en ayant un accord avec la mutuelle, ça veut dire qu'on avait toutes les données, finalement, de remboursement de ces personnes. Donc, maintenant, bien sûr, tout le monde a entendu parler du SNDS, mais à l'époque, ça n'existait pas sous cette forme-là et ce n'était pas forcément accessible aux chercheurs. Donc, avoir toutes les données de remboursement des personnes, c'est aussi un point très important, parce que ça aide à repérer les pathologies. Après, il va falloir aller les valider, enfin, faire tout le travail pour avoir des données de bonne qualité, mais vous voyez, c'était un contexte vraiment particulier. Et le projet que nous avons retenu plus spécifiquement cette fois-ci, c'est le risque d'accident vasculaire cérébral chez les femmes et traitement hormonal de la ménopause. Et notamment, quel pouvait être l'impact en fonction du type de traitement et de la voie d'administration. Donc, sur les maladies cardiovasculaires chez les femmes, une étude qui a fait beaucoup parler d'elle, c'était l'étude WHI, un essai. Justement, le NIH avait décidé de financer des études chez les femmes parce que les femmes avaient dit que dans les recherches, il y a toujours des hommes, il y en a marre. Je caricature, mais à peine. Et du coup, dans le cadre de ce programme, il y avait notamment un essai. Et à l'époque, il y avait une croyance que l'hormonothérapie substitutive pouvait prévenir les maladies cardiovasculaires. Et le résultat de cette étude a été, en fait, de montrer l'inverse. Et aussi, ça a amené à s'intéresser et à voir aussi quel impact ça pouvait avoir sur le risque de cancer. Et les travaux au sein de la cohorte 3N ont d'abord regardé, effectivement, parce qu'elle était d'abord ciblée sur les cancers au début dans sa conception, permis de voir que justement le type et la voie d'administration avaient un impact. Et du coup, c'est tout à fait pertinent de regarder ce qu'il en est sur les AVC. Les AVC, c'est beaucoup plus difficile à étudier en épidémiologie parce que c'est beaucoup plus difficile à bien diagnostiquer qu'un cancer et c'est aussi encore plus difficile qu'un infarctus. Donc, c'est vraiment des données extrêmement précieuses et c'est vraiment, ça va répondre à la question de qu'en est-il au fond sur ce risque de maladie cardiovasculaire autour de l'AVC. Donc je vais laisser Marie-Christine nous expliquer plus en détail ce qu'il en est. Merci Dominique, tu m'as déjà bien amorcé le sujet. Alors je vais déjà essayer de comprendre le fonctionnement de cet appareil. C'est déjà pas mal. Est-ce que... J'en profite pour remercier la Fondation Cœur de Femmes parce que je suis ravie à la fois d'être dans ce lieu extrêmement prestigieux et puis ce prix, pour moi, il récompense largement autant toute l'équipe qui travaille sur cette cohorte 3N dont Dominique a parlé et puis qui s'est largement étoffée avec des gens qui travaillent aussi sur d'autres aspects et au-delà de la cohorte. Et je voudrais mettre à l'honneur Connor MacDonald qui a fait ce projet avec moi, qui était mon postdoc, qui vient de partir pour 2 ans, qui vient d'avoir une bourse prestigieuse au Karolinska et qui, j'espère, va revenir en postulant pour un poste pérenne à l'INSERM pour pérenniser ce programme cardiovasculaire que j'ai démarré et, je l'espère, au-delà de quand je serai moi en retraite. Alors, quelle est la problématique des AVC en France? Eh bien, vous voyez, il y a eu un rapport récemment au ministre de la Santé qui dit que l'AVC est une priorité de santé publique largement mésestimée, que c'est la première cause de handicap acquis de l'adulte et la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer. Donc, vous voyez l'impact énorme en termes de morbidité en France et la troisième cause de mortalité. Et à peu près 30% des patients décèdent dans l'année suivant l'AVC. Près de 70% déclarent avoir une séquelle de leur AVC. Et enfin, on constate que l'incidence des AVC est en augmentation chez les personnes de moins de 65 ans en France. Alors, qu'en est-il chez des maladies cardiovasculaires de façon plus large chez la femme? Eh bien, comme l'a dit Dominique, pendant longtemps, on a pensé que les femmes étaient protégées par leurs hormones, qu'elles faisaient moins de maladies cardiovasculaires que les hommes. C'est vrai avant la ménopause,
ça l'est plus du tout après. Et globalement, comme elles ont tendance à vivre un petit peu plus vieux que les hommes, désolé messieurs, eh bien, le poids des maladies cardiovasculaires en France, des maladies cardiovasculaires de la femme, est très important. Et vous voyez que sur les 147 000 décès par an en France par maladie cardiovasculaire, 54% sont des femmes. Alors, ici, vous voyez rapidement les différentes causes de décès en Europe chez la femme. Et j'ai souligné à droite que 49% des causes de décès chez la femme sont dues aux maladies cardiovasculaires et que 14% des causes de décès chez la femme sont dues à l'AVC. Alors, voilà, j'ai pris un leaflet là, de Santé publique France, la Société française de neurovasculaire, qui frappe bien l'esprit, puisque vous voyez l'AVC chez la femme, 18 000 décès par an, plus chez la femme que chez l'homme, près de 55 000 femmes hospitalisées par an pour un AVC, des facteurs de risque plus prononcés chez la femme. Alors c'est ça qui est intéressant. On partage les facteurs de risque avec les hommes, le tabac, l'alcool, le diabète. Mais l'impact chez la femme n'est pas tout à fait le même et dans certains cas plus important chez la femme à exposition égale. Et puis, on a des risques très spécifiques qui sont notamment la vie reproductive et la vie hormonale, avec des événements clés, des moments clés, donc la vie reproductive avec la prise de pilule, la grossesse qui a des facteurs de risque spécifiques avec notamment l'hypertension artérielle gravidique, mais aussi le diabète gestationnel et donc un surrisque de maladie cardiaque associé à ça. Je viens de réviser très récemment un papier aussi sur l'hyperémésis de la grossesse, c'est-à-dire les vomissements excessifs. Donc il y a un certain nombre d'événements qui se passent pendant la grossesse qui vont prédire des risques par la suite. Et puis la ménopause, avec ce problème, on appelait ça traitement ménopausique substitutif, maintenant on appelle ça traitement hormonal de la ménopause, parce que justement il ne s'agit pas de substituer, mais il s'agit vraiment de trouver la balance bénéfice-risque, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de pathologies, j'y reviendrai, qui sont associées de façon une augmentation de risque avec la prise de traitement hormonal de la ménopause, en tout cas certains traitements. Voilà, donc, et c'est la première cause de mortalité chez la femme, même si le cancer du sein est évidemment le premier cancer et de très très loin chez la femme, heureusement c'est un cancer qui se guérit dans la majorité des cas. Alors, pourquoi avons-nous mis en place un programme cardiovasculaire chez la femme? Eh bien, il y a eu un certain nombre de rencontres dans notre équipe, ce programme, je veux dire, dans notre équipe. Il y a eu un certain nombre de rencontres où on s'est rendu compte qu'il y avait un dramatique manque de données sur le risque cardiovasculaire de la femme, en particulier la femme française, qu'il fallait utiliser les cohortes prospectives. Et nous avions précisément cette cohorte que je remercie Dominique d'avoir déjà présentée, j'y reviendrai un petit peu, qui a été démarrée par Françoise Clavel-Chaplon, qui m'a précédée à la direction de mon équipe. Et je remercie d'ailleurs Gianluca Severi qui a repris maintenant la direction de l'équipe et qui est donc cette cohorte dédiée à la santé des femmes, avec la mise en place d'un programme cardiovasculaire, dans un premier temps avec la Fédération française de cardiologie, pour mener une recherche sur les pathologies coronariennes sévères, donc infarctus du myocarde, mais aussi les gestes de revascularisation avant infarctus. Et puis, l'intérêt, on va y revenir, d'avoir une vision beaucoup plus globale de la maladie cardiovasculaire en incluant les AVC. Alors, comme Dominique en a déjà parlé, voilà, très rapidement, cette cohorte qui est répartie sur l'ensemble du territoire français, donc des femmes qui étaient nées entre 1925 et 1950 au recrutement en 1990, qui sont plus éduquées que la moyenne de la population, ce qui fait que, on pourra y revenir, on a malheureusement donc dans notre cohorte pas des très grandes buveuses, des très grandes obèses, des très grandes tabagiques, des gens de milieux socio-économiques extrêmement défavorisés. Mais l'avantage, c'est qu'on a des femmes éduquées, extrêmement consciencieuses, qui vont remplir ces questionnaires de façon très précise et nous donner donc des informations qui sont solides et qui nous permettent de faire
des études ayant une certaine solidité. Et puis, nous avons pu collecter un certain nombre d'éléments biologiques, puisqu'il y a à peu près un quart de la cohorte qui a fourni des échantillons sanguins, donc du sang, du plasma, de la génétique. Et puis, nous avons complété avec 45 000 femmes qui ont donné de la salive pour avoir d'autres éléments, notamment génétiques, mais aussi du microbiote, donc les bactéries de la salive. Donc, vous voyez, une étude qui est très globale. Alors, ce schéma est invivable, mais vous voyez qu'ici, donc, nous avons eu un focus très important sur les traitements hormonaux pris au cours de la vie de ces femmes. Donc, non seulement les différents types de pilules, donc on leur donnait des leaflets avec des photos des différents types de traitements, et c'est des choses que nous avons mis à jour ensuite au cours du suivi. La flèche n'est pas complète, mais j'avais plus de place sur la diapo. On en est déjà à Q13 et on continue, c'est-à-dire que ces femmes, nous avons moins de 3% de perdu de vue depuis le début, ce qui est exceptionnel, voilà, et qui est effectivement dû à l'idée géniale qu'a eue Françoise au début de prendre ces femmes relativement captives parce qu'elles étaient suivies par la MGEN et d'avoir des femmes aussi éduquées qui se sont passionnées pour ça. Et grâce à ça d'ailleurs, voilà, vous en avez peut-être déjà entendu parler, on a intégré les conjoints, maintenant les enfants et in fine, ça sera les petits-enfants, peut-être même un jour pour mes successeurs, les arrière-petits-enfants, pour une cohorte qui va représenter assez rapidement plus de 200 000 personnes et qui a la vocation de durer dans le temps pour être un énorme outil de recherche épidémiologique avec d'énormes collaborations qui s'établissent avec différentes équipes. Donc les objectifs précis de ce programme pour lequel je remercie la Fondation d'être financée, c'était d'étudier les facteurs hormonaux. Alors, plus largement, le gros programme cardiovasculaire, c'était de comprendre les facteurs environnementaux qui étaient associés au risque de maladie cardiovasculaire de la femme en faisant un focus sur des choses qui sont peu connues, les pathologies thyroïdiennes qui sont extrêmement fréquentes chez la femme, tous les traitements hormonaux, tous les événements de vie reproductive. Et puis, in fine, c'est qu'on espère créer un score de risque cardiovasculaire qui va permettre de guider la surveillance des femmes et la prévention des formes graves de maladies cardiovasculaires. Alors, où en sommes-nous? Toute la partie en bleu est en cours, avec déjà de très nombreux articles publiés sur les facteurs de risque d'hypertension artérielle. Pour la maladie coronarienne, on a été, comme beaucoup, un peu retardé par le Covid pour les réponses à des questionnaires, et donc on est en train de finir la validation des événements coronariens, et on va pouvoir donc faire ces analyses il y a déjà eu des analyses préliminaires avec des résultats d'ailleurs tout à fait intéressant sur la ménopause précoce, sur la prise de traitement hormonal de la ménopause vis-à-vis de la maladie coronarienne. On avait commencé il y a très longtemps avec le professeur Stéphanie Debette, qui est spécialiste en neurovasculaire, qui a maintenant pris la direction d'un centre de recherche à Bordeaux, mais qui avait commencé la validation avec nous des accidents vasculaires. Et puis, je voulais saluer aussi Alexis Elbaz, qui est neurologue et avec lequel on va... avec la collaboration de la cohorte Constance, qui a besoin aussi de valider ces événements, utiliser un algorithme qui a été mis en place par une équipe en Bretagne pour valider les événements cardiovasculaires, et en particulier donc là les AVC, avec une caractérisation le plus précise possible, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un accident vasculaire hémorragique ou ischémique ou d'autres caractéristiques, de façon à pouvoir travailler sur ces données. Là, je dis qu'on a encore 2500 événements déclarés à valider, mais ça augmente tous les jours. Je pense qu'on est plus près maintenant. Hier, un des data m'a envoyé les derniers résultats. On est plutôt à 4500 événements à valider. Donc, vous voyez l'importance d'utiliser des méthodes, des algorithmes, et plus peut-être une validation manuelle comme on avait fait au départ, qui était extrêmement précise, mais qui ne permet pas d'aller suffisamment vite pour pouvoir faire les travaux.
Alors, que dit la littérature des relations entre accident vasculaire cérébral et traitement hormonal de la ménopause? Il y a donc cette balance bénéfice-risque avec un papier récent de 2021 dans PLOS-MED qui dit que voilà, c'est bénéfique dans certains cas. Hein, on sait qu'en particulier, c'est les problèmes des troubles climatériques sévères de la ménopause, mais aussi associé à une réduction de certaines pathologies. Mais vous voyez, harmful for stroke, avec déjà 17 essais qui montrent qu'en combiné un risque relatif, on augmente de 17% sous THM le risque de faire un AVC, mais aussi de maladies cardiovasculaires globalement, de maladies cérébrovasculaires, d'AVC non fatales, etc. Et ce que j'ai mis en noir, mais je vous l'ai remis en rouge derrière en français, c'est qu'ils ont identifié qu'un des gros problèmes qu'on a, c'est qu'il y a une grande hétérogénéité dans les études et surtout un manque cruel de précision sur le type de traitement, sur sa temporalité, sur le délai par rapport à la ménopause, si c'est sur des ménopauses précoces ou tardives, etc. Et donc, c'est l'intérêt de ce qu'on va pouvoir faire, puisqu'on a ces données, donc pour essayer de creuser, de caractériser vraiment ce qui va se passer. Donc voilà, il existe en plus une spécificité française des THM par rapport à d'autres pays, notamment parce qu'on utilise beaucoup les estrogènes transdermiques, alors que les Américains, par exemple, utilisent surtout des estrogènes oraux, qui ont un métabolisme hépatique avec tout un tas de pathologies vraiment spécifiques des estrogènes oraux. Et puis, on utilise aussi beaucoup la progestérone naturelle ou la dihydrogestérone, qui ont par exemple un impact beaucoup moindre sur le risque de cancer du sein. Donc, je vous ai dit qu'on était en train de valider ces accidents vasculaires cérébraux. Et puis, je signale un petit clin d'œil, malheureusement, avec la crise sanitaire du Covid, puisqu'on sait que c'est un virus vasculaire, à tropisme vasculaire. Il a de nombreux autres tropismes, mais il a en particulier celui-là. On a montré qu'il y avait plus d'accidents vasculaires cérébraux en période aiguë, mais aussi que dans les 6 mois qui suivent un épisode aigu de Covid, il y a une augmentation des pathologies cardiovasculaires. Donc c'est particulièrement important de travailler là-dessus en ce moment. Donc voilà les questions qu'on se pose, hein, notamment, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, quels types de THM sont associés au risque. Parce que pour l'instant, on met tout ça dans un même paquet, et donc on va dire aux femmes qui ont cruellement besoin de prendre un traitement hormonal de la ménopause parce qu'elles ont des troubles climatériques sévères, non, parce que vous avez tel et tel facteur de risque, vous êtes à risque d'accident vasculaire cérébral, c'est non. Or, il est possible que certains THM soient moins dangereux que d'autres et qu'on puisse vraiment moduler ce discours. Donc, voilà où nous en sommes de ce projet. Nous avons déjà une grosse expertise sur les THM. On a plus de 20 articles qui sont déjà publiés sur les traitements hormonaux de la ménopause dans E3N sur différentes pathologies, bien sûr cancer du sein, de l'ovaire, de la peau, du côlon, les adénomes coliques aussi, le diabète, l'hypertension, l'ostéoporose, la lithiase vésiculaire compliquée, les thromboses veineuses, l'hypertension, etc. Donc vous voyez qu'on a déjà cette grosse expertise avec en plus des gens dans l'équipe qui sont spécialisés en pharmacoépidémiologie, notamment Agnès Fournier qui travaille dans ce domaine-là, et donc la possibilité de faire ces études. On a pris un petit peu de retard, ça fait partie des limites, mais voilà. Et au-delà du projet, c'est un programme plus global. On souhaite vraiment que ce programme cardiovasculaire soit pérenne dans l'équipe et que, in fine, donc, on puisse établir ce score de risque cardiovasculaire spécifique à la femme, tenant compte de l'ensemble de ses expositions et notamment des expositions hormonales et de sa vie reproductive, mais aussi qu'on puisse améliorer la balance bénéfice-risque des THM pour une meilleure prise en charge de la ménopause. Voilà, je vous remercie. C'est une équipe très dynamique. Là, il y en a une petite partie de l'équipe, mais ça monte tous les jours et on est à peu près à 100 personnes. Et puis une équipe qui est productive. Simplement sur la cohorte 3N, nous avons déjà plus de 1000 publications. Et donc, ce qui montre qu'on a une certaine habitude de travailler sur nos données et que merci encore une fois à la Fondation de me permettre de continuer ces travaux. Merci beaucoup.
Alors, last but not least, notre seconde lauréate est professeure des universités en pharmacologie à l'UFR des sciences pharmaceutiques de Bordeaux et chercheur au sein du Centre de recherche cardio-thoracique de Bordeaux, INSERM U1045. Beaucoup d'INSERM, donc, vous voyez, ce soir. Donc, Véronique Freund-Michel a un projet de recherche sur l'insuffisance cardiaque droite consécutive à l'hypertension artérielle pulmonaire chez la femme, identification de nouvelles cibles thérapeutiques. Et elle va vous présenter son projet, vous allez voir pourquoi il est intéressant, mais une des choses qui nous a, nous a poussé à retenir aussi son projet, outre son excellence, c'était cet aspect pharmacologique, enfin recherche de nouvelles cibles thérapeutiques. C'est un domaine de recherche en France qui pourrait être plus soutenu qu'il ne l'est. Et c'était pour nous une excellente occasion de pouvoir aller dans cette direction en retenant son projet. Je lui laisse la parole. Alors, bonsoir mesdames et messieurs, je voudrais d'abord commencer par remercier la Fondation Recherche cardiovasculaire de l'Institut de France d'avoir sélectionné notre projet de recherche et de nous attribuer cette bourse Cœur des femmes et de me permettre ainsi de vous en parler un peu ce soir au sein de cet institut prestigieux qu'est l'Institut de France. Donc, moi aussi je vais avoir des soucis. Oui, c'est ce que je fais. Ah. Pardon, on va y arriver. Voilà. J'ai déjà été présentée, donc effectivement, après avoir fait une thèse de doctorat à l'Université de Strasbourg et mes études de pharmacie à Strasbourg, puis un post-doctorat à Londres, où j'ai travaillé plutôt dans le domaine des maladies respiratoires, notamment sur l'asthme et la toux. J'ai été recrutée à Bordeaux, à l'UFR des sciences pharmaceutiques, en tant que maître de conférence au sein du Centre de recherche cardio-thoracique de Bordeaux, donc unité INSERM U1045, et plus particulièrement donc, dans l'équipe numéro 1, qui s'intéresse aux pathologies de la circulation pulmonaire. Alors la circulation pulmonaire, je ne sais pas si ça marche, mais c'est la circulation que vous voyez en haut de la diapo, qui est la partie de la circulation qui va amener le sang du cœur vers les poumons et permettre sa réoxygénation. Et puis elle va ensuite rediriger le sang vers le cœur. Et la circulation systémique en bas de la diapo va ensuite distribuer le sang à l'ensemble des autres organes. Alors quand on mesure la pression artérielle dans cette circulation systémique, on a des valeurs de pression moyenne qui sont aux alentours de 90 mm de mercure. Donc quand on vous parle d'une tension à 13,7 par exemple, c'est que la pression artérielle systolique, c'est-à-dire la pression maximale que vous avez dans vos artères au moment où le cœur se contracte pour éjecter le sang dans les vaisseaux, va être à 130 mm de mercure, donc pour ces valeurs-là. Et la pression diastolique, donc le deuxième chiffre, c'est la pression minimale que vous pouvez mesurer quand le cœur est au repos et qu'il est en train de se remplir. Quand on regarde ce qui se passe dans la circulation pulmonaire, vous voyez que cette pression artérielle au niveau des artères pulmonaires est beaucoup plus faible, puisque les valeurs moyennes normales sont comprises entre 12 à 15 mm de mercure, donc c'est beaucoup plus bas, et ça permet en fait au sang de circuler tranquillement entre guillemets au niveau des poumons pour être correctement oxygéné. Et donc au laboratoire, dans notre équipe, nous travaillons sur une maladie de cette circulation pulmonaire qui s'appelle l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est donc caractérisée par une élévation de ces pressions artérielles dans cette circulation pulmonaire. Le diagnostic de cette maladie se fait par une procédure invasive qui est un cathétérisme cardiaque droit. Donc on va insérer un cathéter par un abord veineux, soit en passant par la veine jugulaire ou par la veine fémorale pour remonter au niveau du cœur droit et ensuite remonter dans l'artère pulmonaire où on va mesurer la pression artérielle. Et vous voyez qu'en comparaison aux valeurs normales, les malades vont avoir une pression qui est augmentée au-delà de 20 mm de mercure. Au bout du cathéter, on a un ballonnet qu'on va ensuite gonfler pour induire une occlusion des artères et faire une deuxième mesure qui s'appelle la pression artérielle pulmonaire d'occlusion, qui permet d'avoir une information sur ce qui se passe après, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des veines qui ramènent le sang au cœur et voir ce qui se passe au niveau de la partie gauche du cœur. Et dans cette maladie, normalement, tout va bien de ce côté-là, c'est-à-dire que cette valeur doit être à la normale, en dessous de 15 mm de mercure.
Et enfin, à partir de ces deux valeurs, on calcule un troisième paramètre qui s'appelle les résistances vasculaires pulmonaires, qui vont être également augmentées chez ces patients, donc supérieures à une valeur de 3 unités Wood. Et c'est avec ces trois valeurs qu'on va poser le diagnostic d'hypertension artérielle pulmonaire. Alors pourquoi on a une élévation de la pression dans ces vaisseaux? Parce qu'en fait, il existe des altérations dans les artères pulmonaires. Il y a trois grands mécanismes. Une forte inflammation, une contraction qui est plus forte de ces vaisseaux par rapport à la normale, et ce qu'on appelle un remodelage, c'est-à-dire que la structure du vaisseau va changer et que ce vaisseau va s'épaissir. En conséquence, le sang qui va devoir passer à travers ces artères va donc avoir plus de mal à le faire, et c'est ce qui va expliquer cette augmentation de pression. La deuxième conséquence à ça, c'est une conséquence au niveau de la partie droite du cœur qui doit éjecter le sang dans ces artères, et donc qui doit travailler plus pour réaliser cette éjection. Et à terme, il va donc se fatiguer, s'hypertrophier, et cela va conduire donc à une insuffisance cardiaque du côté droit du cœur, qui va être à l'origine, à terme, malheureusement, du décès des patients. La prise en charge actuelle de cette maladie va associer des mesures générales de prise en charge et une approche pharmacologique. Donc dans ces mesures générales, on peut voir qu'il y a une activité physique qui doit être limitée, des séjours en altitude qui sont proscrits parce que la baisse d'oxygène dans l'air va pouvoir aggraver la maladie. Et je vous l'ai indiqué en rouge, la grossesse pour les patientes est formellement contre-indiquée en cas d'hypertension artérielle pulmonaire, puisqu'il existe différentes formes de cette maladie qui peut donc atteindre les femmes à tout âge, et notamment des jeunes femmes en âge de procréer. Et à cause d'un rôle des hormones féminines dont je reparlerai après, donc la grossesse est à limiter. Les traitements pharmacologiques vont associer des traitements conventionnels, donc par exemple on va utiliser des anticoagulants qui ont pour but d'empêcher la formation de caillots dans ces artères qui fonctionnent déjà mal, ou encore de l'oxygénothérapie pour améliorer l'oxygénation du sang qui se fait mal dans cette maladie. Et puis ces dernières années, on a vu l'apparition de traitements dits spécifiques, c'est-à-dire des molécules qui sont capables d'aller agir sur des cibles, plus particulièrement au niveau de la circulation pulmonaire, notamment en agissant sur des substances qui s'appellent l'endothéline 1, la voie du monoxyde d'azote ou des analogues de la prostacycline, qui ont permis des avancées majeures dans la maladie, puisque cela a permis d'augmenter la survie des patients, d'améliorer très fortement leur qualité de vie, et cela en réduisant la progression de la maladie. Le problème, c'est qu'on réduit cette progression, mais qu'on n'arrive pas encore à la stopper, c'est-à-dire qu'il n'existe encore aucun traitement curatif encore à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que la recherche dans cette maladie, et c'est ce que nous essayons de faire au laboratoire, essaye d'identifier de nouvelles cibles thérapeutiques pour développer des nouveaux médicaments plus efficaces. L'autre problème dans cette maladie, c'est que c'est une maladie qui est à prédominance féminine. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre à la présentation précédente, ici, c'est une prédominance féminine pour les patients plutôt jeunes, hein, c'est-à-dire que quand on prend une cohorte avec une moyenne autour de 50 ans, on va avoir 2 femmes pour 1 homme qui vont être touchés, alors que quand on regarde des cohortes de patients plus âgés, notamment comprenant des femmes après la ménopause, on voit que cette différence s'estompe et finalement qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui vont être atteintes. Et donc, ces observations ont suggéré un rôle des hormones féminines dans cette pathologie. Et effectivement, il y a des travaux qui ont montré que les œstrogènes jouaient un rôle délétère, donc chez la femme, au moment de l'installation de la maladie. Mais à côté de ça, on parle dans l'hypertension artérielle pulmonaire d'un paradoxe des œstrogènes, puisqu'on s'est rendu compte qu'une fois que la maladie était installée, chez les femmes, ensuite, les œstrogènes ont un rôle bénéfique dans la progression de cette maladie. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe en particulier donc au niveau du cœur droit, on voit que le cœur des femmes est mieux protégé par les œstrogènes une fois qu'elles sont malades, puisque cette insuffisance cardiaque en fait, va progresser moins vite et va être moins grave chez les femmes que chez les hommes. Et les femmes vont pouvoir répondre aussi mieux à certains traitements, en particulier ceux qui ciblent l'endothéline 1 dans cette maladie, par rapport aux hommes en rapport avec ces œstrogènes. Donc le rôle des œstrogènes est assez complexe et les mécanismes qui sont à l'origine à la fois de leur rôle délétère au moment de l'apparition de la maladie et ensuite de leur rôle bénéfique dans la progression de la maladie sont encore incomplètement compris à l'heure actuelle. Donc notre travail au laboratoire consiste à essayer de découvrir de nouvelles cibles pour développer des nouveaux médicaments et nous travaillons actuellement sur 2 nouvelles cibles prometteuses qui s'appellent le facteur de croissance des nerfs, le NGF, et la connexine 43. Alors brièvement, le facteur de croissance des nerfs, comme son nom l'indique, est un facteur qui a été identifié au départ dans le système nerveux et qui joue un rôle essentiel effectivement sur les nerfs.
Par contre, on s'est rendu compte depuis que ce facteur existe aussi en dehors du système nerveux dans l'organisme et qu'il joue d'autres rôles, en particulier au niveau du poumon. La connexine 43, elle, est un élément qui constitue ce qu'on appelle les jonctions communicantes entre les cellules. Donc, comme leur nom l'indique, ce sont des jonctions qui sont formées entre les cellules et qui permettent aux cellules de communiquer rapidement entre elles, notamment pour pouvoir fonctionner de manière synchronisée. Et ce que nous avons montré au laboratoire, c'est que ces deux éléments jouent un rôle délétère dans l'hypertension artérielle pulmonaire et en particulier dans le cœur droit, puisque le NGF comme la connexine 43 ont une expression qui est modifiée dans la maladie et cette modification participe aux altérations à la fois des artères pulmonaires et du cœur droit dans cette maladie. Il existe également un lien entre les deux, et c'est pour ça que nous nous intéressons aux deux à la fois, puisque nous avons également pu montrer que le NGF régule la quantité de connexine 43 et l'augmente, et que cette augmentation participe ensuite aux effets délétères du NGF dans la maladie. Et donc l'idée, c'est de poursuivre ces travaux pour essayer de continuer de comprendre et d'identifier ces mécanismes pour pouvoir espérer développer à terme un médicament qui ciblerait ce lien NGF-connexine 43 dans cette maladie. Et donc en lien avec notre projet, ça n'a jamais été montré dans la circulation pulmonaire ou dans le cœur droit pour l'instant, mais dans d'autres pathologies, la littérature montre que le NGF, comme la connexine 43, est modulé par les œstrogènes. Et donc notre projet de recherche, qui a été soutenu par la bourse Cœur des femmes, a pour but d'utiliser différents modèles expérimentaux d'hypertension artérielle pulmonaire, à la fois in vitro sur culture de cellules humaines et in vivo sur modèle animal de cette maladie, pour comparer ce qui se passe dans le cœur droit, en comparant donc les sexes, les mâles ou les hommes, versus les femmes ou les femelles, et de regarder ce qui se passe au niveau de ce lien NGF-connexine 43. Est-ce qu'il y a des différences d'expression, donc en conditions contrôle ou chez les malades, dans le cœur droit des femmes versus des hommes? Est-ce que les œstrogènes jouent un rôle dans ces différences? Et est-ce que quand on va développer un traitement qui cible cet axe NGF-connexine 43, est-ce qu'on va avoir une différence de réponse en fonction que ce soit un homme ou une femme? Et donc les objectifs que nous espérons atteindre avec ce projet vont donc être d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe entre le cœur des femmes et le cœur des hommes dans cette maladie, et notamment sur ce lien NGF-connexine 43, de mieux comprendre le rôle des œstrogènes dans cette maladie, puisque vous avez vu qu'il y a un rôle paradoxal, et donc voir comment ces œstrogènes modulent nos cibles pour pouvoir, nous l'espérons à terme, contribuer à développer une nouvelle stratégie thérapeutique dans cette maladie, qui, nous l'espérons, pourra être peut-être plus spécifique et plus ciblée pour le cœur des femmes. Voilà, et donc je voudrais finir en remerciant encore une fois la Fondation de recherche cardiovasculaire de l'Institut de France pour son soutien avec cette bourse, et je vous remercie pour votre attention.